Est-ce que vous avez déjà pensé à lancer un podcast? Ou alors peut-être que vous avez déjà un podcast et que vous vous demandez: «Mais comment est-ce que je peux faire, pour en vivre de ce podcast?» On entend souvent en fait que le podcast, c'est un excellent levier, pour, venir développer sa notoriété, pour, créer, une vraie relation de confiance. Tout ça, c'est absolument vrai, mais une fois qu'on a dit ça, la question qui reste, à solutionner, c'est: «Comment est-ce que je fais pour pouvoir en vivre?» C'est une question qu'on me pose très souvent et la réponse, elle est beaucoup plus nuancée, je dirais, qu'un simple, oui ou non ou qu'un simple on fait comme ci ou on fait comme ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vivre de son podcast, ça veut pas seulement dire, trouver des sponsors, c'est évidemment la première chose à laquelle on pense, mais vivre de son podcast maintenant, ça veut dire construire un véritable, écosystème, un véritable modèle économique autour du podcast. Ça veut dire tester des offres, ça veut dire apprendre à vendre, ça veut dire développer, des partenariats. Parfois, ça veut même dire réinventer son propre métier. C'est exactement ce qu'a fait mon invité aujourd'hui, Max Zamora. C'est la voix de Tennis Légende. Si vous aimez le tennis, vous connaissez forcément ce podcast. C'est l'un des plus gros podcasts sur le tennis en France. En gros, chaque semaine, il vous fait entrer dans les coulisses du tennis professionnel, les tournois ATP, WTP, je connais plus les lettres, peu importe, mais en tout cas, les tournois internationaux. Il interviewe, des, tennisman, des tenniswomen, des entraîneurs, des coachs, des kinés, des gens qui sont autour de ce milieu du tennis pour mieux le comprendre. Même quand on n'est pas, un passionné de tennis. Moi, je suis pas nécessairement passionné de tennis, mais comme plein de gens, je regarde Roland-Garros, quand il passe, à la télé, en mai-juin. Heu, c'est un podcast qui est super intéressant parce qu'il permet aussi de rentrer dans la psychologie, des grands sportifs et on sait ô combien, la psychologie des grands sportifs est très proche, bien souvent, de celle des entrepreneurs. Donc moi, j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de ce podcast. Parenthèse fermée, c'est pas pour ça que j'ai invité Max. J'ai invité Max sur le podcast du marketing aujourd'hui pour qu'il nous explique comment il a transformé en quelques années ce podcast Tennis Legend en business qui lui rapporte de l'argent, qui le fait vivre directement. Donc dans cet épisode, Max nous raconte toute l'histoire. Il nous raconte les 2 années pendant lesquelles il a quasiment rien gagné. Il nous explique, ce qu'a été le déclic chez lui qui a permis de complètement changer sa stratégie, comment il a fait pour aller chercher des sponsors, les erreurs bien sûr qu'il a commises, les offres qu'il a créées et qu'il propose aujourd'hui et puis le fait que, être podcasteur, ça ne consiste plus seulement à enregistrer des épisodes. Il va nous raconter tout en détail. Si vous avez un podcast ou si vous envisagez d'en créer un ou alors si vous voulez comprendre comment construire, un business autour d'un média, vous allez repartir avec des idées ultra concrètes. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Estelle Ballot et vous regardez le podcast du marketing. Mon rôle, c'est d'aider les directions marketing à gagner en clarté, à structurer leur marketing et à obtenir des résultats sans complexifier. Alors chaque semaine ici, on parle de marketing concret, utile et actionnable. Bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Max, bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle. Écoute, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui, sur le podcast. Ça fait, je pense que ça fait quelques années qu'on parle de cet épisode. On s'est croisés où? Je sais plus, sur LinkedIn. On avait dû papoter, un petit peu et on s'était dit que ce serait chouette un jour de faire un épisode de podcast et puis nos vies, très remplies de podcasteurs ont fait qu'on l'a jamais fait. Donc je suis très, très contente aujourd'hui qu'on ait le temps d'enregistrer, cet épisode tous les 2. Aujourd'hui, on va parler non pas de tennis, quoiqu'on va parler un petit peu de tennis, mais on va parler de podcast. J'en parle assez rarement. J'en parle de plus en plus bizarrement, mais c'est vraiment, dans le sens du média podcast et de comment est-ce qu'on va pouvoir, travailler d'un point de vue business, d'un point de vue marketing, le podcast. J'avais envie qu'on fasse un épisode ensemble pour voir comment est-ce qu'on pouvait vivre, de son podcast, quel business ça peut être, un podcast et tu nous montres un peu les coulisses ou en tout cas les tiennes. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Max, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bien, tu l'as dit, je m'appelle Maxime, mais j'ai un petit, pseudo sur, Tennis Légende qui est Max. Je sais pas pourquoi, je suis parti là-dessus et en fait, j'interviewe les joueurs et les joueuses pro,
du circuit donc de tennis professionnel, pour en faire un podcast. J'ai démarché un média qui est hyper connu, qui s'appelle Tennis Légende. Putain, je sens que je suis un peu tendu. Ah, mais non, vas-y. Mais non, mais c'est vachement dur pour les gens qui nous écoutent. Il faut comprendre un truc. C'est que nous, Max et moi, on a l'habitude d'interviewer. On n'a pas du tout Ouais. l'habitude d'être interviewé. Et c'est pas simple pour Max d'être de l'autre côté du micro. Donc, merci à toi, Max, de faire l'exercice. Mais Mais ouais, c'est vrai que d'habitude, en effet, je mets l'autre, en lumière et là, de c'est devoir dur, hein. expliquer et tout, ouais, c'est un exercice. Mais voilà, en gros, j'ai envoyé un mail au fondateur de Tennis Légende, en lui disant: «Écoute, je rêve de faire un podcast sur le tennis, sur les coulisses du tennis». Heu et lui m'a répondu, parce qu'en fait, Tennis Légende, c'est un média que j'adorais, qui existait depuis un petit moment, qui me faisait rire, qui était vraiment un média référence et heu et il m'a répondu: «Je n'y connais rien au podcast et j'ai pas d'argent pour toi, mais si tu veux essayer, pourquoi pas?» Et au départ, je suis un peu entrepreneur dans l'âme, donc ça me faisait pas peur de faire le pari, solo. Mais je me suis dit: «Bon, Tennis Légende, c'est quand même un ascenseur pour gagner en notoriété d'emblée». Lui, il avait déjà 150 000 abonnés sur Insta et une C'était communauté. Tennis Légende, c'est un blog, hein, c'est ça, à la base? C'est un blog sur le tennis. Ouais, à la base, c'est un blog qu'il a créé dans sa chambre, avec son meilleur pote qui a rapidement quitté l'aventure parce que, je pense qu'il y avait pas assez de place pour que 2 personnes puissent en vivre et je crois que son meilleur pote à Johan, donc qui est le fondateur avec lequel je bosse au quotidien, Johan, lui, a tenu dans la durée. Au départ, il vendait des t-shirts, qui faisait du merchandising avec des phrases, des citations de joueurs qui pètent un câble sur le court, tu vois? Et il avait mis ces phrases sur les t-shirts et je crois qu'il en vendait pas mal parce qu'il avait une belle communauté. Et moi, donc quand je l'ai, rejoint, il avait 150 000 abonnés sur Insta et puis, pas mal sur d'autres réseaux sociaux, et c'est là qu'a démarré l'aventure pendant le covid, donc il y a 6 ans. Ça a été un long chemin. Long chemin. Ouais, parce qu'il faut dire un truc, c'est que le podcast, le blog, c'est pareil d'ailleurs, hein. C'est des médias qui se construisent lentement. Donc tous les gens qui se disent, «Moi, en 2 secondes 5, je vais sortir un podcast et je vais faire, plein de thunes et ça va être formidable et on va m'écouter de partout». C'est quand même rarement comme ça que ça se passe. C'est vraiment un média qui se construit sur la durée, donc en gros, il faut il Il faut faut pas tenir. perdre de ouais, il faut tenir son objectif, sinon ça matche pas. Les 2 premières années, tu me disais, tu gagnais pas grand-chose, avec le podcast. Non, j'ai quasiment rien gagné et du coup, ça, je t'en ai pas parlé en off, mais ouais, autre anecdote, c'est que, j'ai essayé de monter d'autres podcasts en parallèle que j'ai mais lâché hyper vite parce Tu t'es que dit: je «Un podcast, c'est pas assez de boulot, je vais ouais. en faire 2-3». Non, mais c'est parce que j'adore parler d'autres sujets, tu vois? Et j'ai monté un podcast sur les histoires d'amour parce que ça me passionne et en fait, au bout de 8 épisodes, j'ai un peu lâché. Parfois, j'y repense et je me dis: «Tiens, c'est un peu dommage, C'est tu devrais le dommage parce reprendre». que, tu vois, le quasi seul podcast que j'écoute, c'est un podcast sur les histoires d'amour. Je lui fais un coucou C'est si, Ex? si je non, pas du tout, c'est Ah. Crush. C'est l'inverse. Ah! Je C'est connais les pas. si tu connais pas Crush, c'est les débuts d'une histoire d'amour. C'est génial. On te Ah bah, je vais raconte écouter. moi, je suis une romantique grave. On te raconte les débuts d'une histoire d'amour, donc quand tout va bien. En gros, c'est le happy end et tout est formidable. Mais tu vois, comme quoi et elle cartonne avec Crush, donc tu avais un concept. Et ouais, du coup, j'ai fait 8 épisodes. J'ai déménagé dans le Pays basque aussi. Je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien rencontrer des gens dans le Pays basque». J'ai fait un épisode, superbe. Et le tennis, figure-toi que pendant le covid, avant même de diffuser le premier, j'en ai tourné 110. Donc Waouh! c'est ça aussi qui m'a mis le Attends, pardon, pied. pardon, pardon. Avant de Ouais, lancer le podcast Tennis Légende, tu avais 110 épisodes qui étaient prêts? ouais, parce que Tu la sérieux, toi? la terre entière, bah, je crois que c'est la période de ma vie où j'ai le plus bossé, en fait. La terre entière du tennis était à l'arrêt, le monde entier finalement, hein, mais Ouais, ce segment, en particulier qui nous concernait et les joueurs et joueuses qui sont sollicités non-stop avaient enfin du temps devant eux et étaient ravis bien finalement sûr. de raconter un peu leur histoire et moi je me suis dit: «Opportunité de dingue», heu, j'avais toujours pas, lancé ce projet et je me suis dit: «Bah, c'est parti, c'est mon moment, c'est ma fenêtre». Et le tout premier épisode que j'ai tourné, c'était avec une joueuse qui est devenue très forte après, qui était quand même 46e mondiale à l'époque, 11 Jabeur, une Ah Tunisienne. oui, même moi je la Ouais. connais.
Ah Elle bah, a c'est été dire. numéro 1. Elle a gagné Wimbledon. Elle a été numéro 3 et je crois qu'elle a fait finale. Je suis pas Finale au sûr qu'elle moins. ait gagné. Ouais. Ouais, elle a dû faire 2 finales même. Et donc à ce moment-là, elle est 46e et je me souviens, je prépare l'interview et je me dis: «Waouh, attends, je commence un peu à flipper là» et j'avais, une ex-copine qui confinait avec moi et je lui dis: «Bon, et ben, je vais enregistrer» et ouais, là, je flippe et 3/4 d'heure après, parce que l'interview a été assez rapide, je fais des formats quand même très longs entre, 2 heures et demie et 3 heures. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Là, ça avait duré 3/4 d'heure et bref, j'avais vraiment kiffé et j'avais dit à mon ex: «Waouh, j'ai passé un moment incroyable, vraiment j'ai adoré» et elle me dit: «Tu tiens peut-être, ton futur job?» et je lui réponds: ça, je crois pas» Petit trompette. et du coup, je tourne ces 110 épisodes et je dis à Johan, mon partenaire: «Tu pourrais pas en écouter, au moins un pour me dire si je suis sur la bonne voie?» Tu vois? Celui avec 11 jabbers, je lui envoie et en fait, il l'écoute jamais. Donc je tourne les autres. Heureusement, 4 mois après, il écoute, il me dit: «Ouais, pas mal». Je lui dis: «Ben, merci mec, je t'ai pas attendu» et au moment de diffuser, on démarche une première marque et cette première marque nous dit, donc une marque dans le tennis, une marque de raquettes. Elle nous dit: «Écoutez, je tombe sur une responsable marketing qui connaît les podcasts et qui aime bien les podcasts, qui est, un milieu très opaque dans le monde du tennis à cette époque-là. Aucun joueur de tennis que j'interviewe n'écoute des podcasts. Tu vois, c'est encore un truc, en 2020 qui est assez nouveau, alors que moi, depuis 2 ans, j'en écoute un paquet. On est au tout début du podcast en France, hein, à ce Début, c'est moment-là. 2018, je dirais. Là, on est Ouais. quand même en 2020. Oui, mais voilà, ça n'a jamais que 2 ans. Donc comme nous, on était dans le podcast, on avait l'impression que tout le monde écoutait, mais en fait, je crois que tu avais 20 des gens en France qui avaient déjà écouté un podcast. Mmh, Tu encore tout petit. OK et cette marque nous propose un budget sympa, pour sponsoriser 10 épisodes. Je me dis: «Waouh, c'est incroyable! On a à peine commencé, ça y est, ils croient en nous, c'est trop bien et tout». Noël passe par là, et la responsable marketing me dit: «Bon écoute, désolé, budget divisé par 3». Donc déjà ça me faisait un peu Dure loi. mal. Mmh. Ouais, dure loi de la réalité. Mais bon, on prend quand même et je me dis: «C'est mieux que rien pour démarrer» et en fait, s'en est suivi 24 mois où j'ai eu mais 0 partenariat, rien quoi. Donc là, ça a été, une longue traversée du désert. Ouais, un podcast, faut le temps de le construire avant que les annonceurs aient envie de venir. Il y a peut-être de ça aussi. Ils veulent voir les écoutes, ils veulent voir qu'il y a quelque chose à vendre derrière, j'imagine. En fait, en 24 mois, on avait une belle audience, même en beaucoup moins parce que les 10 premiers épisodes, c'est que des stars. On a tapé hyper fort d'emblée, donc on aurait pu vraiment, avoir un sponsoring d'emblée et non, je pense que je sais pas, Ça s'est pas je fait. ça s'est pas fait et en fait, j'étais à 3-4 mois d'abandonner et tu vois, en arrivant dans le Pays Basque, en fait, j'ai vécu 8 ans à Paris, j'ai déménagé ici, à côté de Biarritz, je connaissais personne et heu et le premier été, je me suis dit: «J'ai un vieux fantasme, j'ai envie de bosser dans une paillote de plage», donc je fais toute la saison là-bas et je diffusais quand même mon épisode de podcast une fois par semaine. J'étais régulier quoi, tu vois? Je lâchais pas et au bout de 2 ans où j'étais full focus sur le podcast, je me suis dit: «Ah, c'est pas possible, je vais devoir retourner bosser dans la restauration, c'est chiant». Je vais devoir faire un job, alimentaire parce que là, je vis sur mes Ils économies gagnent pas? Bah, depuis ouais, ouais. ouais, je gagne rien, c'est compliqué. Tous mes potes prennent augmentation sur augmentation. Dur quoi, tu vois? Et en fait, je me suis un peu plus structuré. Heu, ça n'a quasiment rien à voir, mais quand même, je me suis séparé à ce moment-là. Du coup, j'étais beaucoup plus focus. J'étais très amoureux, d'une fille, qui me faisait partir un peu dans tous les sens et là, le fait d'être solo, j'ai pris un espace de coworking, je me suis mis un vrai rythme et je me suis surtout posé la question: «À partir de demain, si je veux en vivre, qu'est-ce que je dois faire, en fait?» et là, j'ai pivoté dans ma stratégie et plutôt que de raisonner sur le sponsoring, je me suis dit: «OK, j'ai un noyau dur d'une audience, qu'il faut que je comprenne mieux parce que cette audience a forcément des problèmes et ces problèmes, je peux y répondre parce que j'ai accès à ce qui se fait de mieux sur la planète en termes de coaching. Tu vois, j'avais déjà interviewé,
peut-être 30 coachs, mais les meilleurs coachs de la planète, et rien ne m'empêchait de les recontacter et de leur dire: «Coucou, est-ce que tu peux me faire une petite masterclass d'1 heure sur tel sujet?» Et cette masterclass, rien ne m'empêchait de la vendre, tu vois? Ce qui de Cette base, masterclass, tu leur achetais ou ils te la faisaient parce que ça leur faisait plaisir? au départ, j'ai fait un échange de visibilité. Je suis allé chercher des coachs, connus mais pas les stars, en leur disant, «Coucou les gars, soit on fait un épisode, soit on refait un contenu. On va vous remettre en lumière et si vous êtes OK, on échange ça contre 1 heure de votre matière grise sur tel sujet un peu niche». Tu vois, si c'est, la préparation mentale, je vais isoler vraiment un segment de la préparation mentale. Ça peut être, les routines d'avant-match, la peur de gagner, hem, la respiration, enfin peu importe. Mais vraiment, je vais essayer de trouver des endroits où les mecs se sentent très légitimes et très bons pour pas, trop se noyer dans l'info, quoi. Et j'ai mis en place une offre à 50 € par mois où je donnais accès à une masterclass par semaine. D'accord, un abonnement, un truc récurrent. Ouais. Et si la personne ne voulait pas l'abonnement, la masterclass était accessible à 49 € prix de lancement pendant 3 jours, pour ensuite passer au double. Et rapidement, en fait, j'ai généré Une à peu près masterclass 2. par semaine, pardon, 2 secondes. Tu faisais Ouais. déjà un épisode de podcast par semaine, tu te dis: «Tiens, je vais rajouter une masterclass par semaine». Ça veut dire que tu as quand même en tête que ton truc va s'arrêter au bout de 6 mois ou Non, tu te dis: «J'ai plein de sujets possibles et des gars, je vais en trouver pour me faire les masterclass» non, ouais, je me dis que j'ai plein d'idées, j'ai plein de sujets. Si tu veux, je suis tellement en dèche que je me dis: «Mais mon gars, mais tu verras après. Lance, ouais. Mais lance-toi». mais mais c'est un bon c'est une bonne façon de faire. Au moins tu lances, sinon tu lances jamais, hein, Ouais, et avec le recul, j'ai été vraiment solide parce que j'ai tenu, 6 mois, je crois. Mais en effet, c'était une course contre la montre et c'était stressant, c'était dur. Mais ce qui était intéressant, c'est que en fait, très rapidement, j'ai gagné, pas net, mais j'ai généré on va dire un revenu récurrent de 2 500 € grâce à ça. vachement bien, Hyper rapidement, tu vois? En un mois et demi peut-être. trop bien. Là où je Ouais, donc il y avait une gagnais vraie demande, quoi. Clairement, il y avait ouais. une vraie attente, d'avoir ça. C'était, j'ai dans la poche, mon coach, à 50 € par mois, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai fait ça, 6 mois jusqu'au moment où je me suis un peu grillé et puis, c'était c'est clairement pas un truc qui me plaît plus que ça de d'être web marketeur, on va dire. Hem, J'avais appris les grandes notions dans une vie précédente du web marketing, hem, parce que j'avais fait un peu de coaching en séduction, figure-toi. OK. Et le mec qui m'avait embauché vendait des formations sur la séduction et C'était qui? moi C'était j'étais Stan, le loup? non, 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 c'est un mec qui s'appelle toujours, j'espère pour lui, Alex Wagner, et son entreprise s'appelait, Morning Kiss. OK. Et moi j'étais coach, dans la vraie vie, et lui, il intervenait de temps en temps, mais surtout il était, sur YouTube et puis il vendait des formations, et bref, je m'étais formé, un peu à tout ça. Heu, Chose que j'ai jamais réussi à faire, mais que j'ai recyclé dans le tennis, Intéressant. et Dieu merci, j'avais été un peu formé parce que peut-être que c'est ce qui m'a fait, tenir dans ce job, quoi, tu vois? Et donc au bout de 7 8 mois, on a dû mettre une annonce quelque part, sur le groupe, sur la page Facebook peut-être, de Tennis Légende, en disant: «Coucou, on cherche un web marketeur», et on a délégué cette partie-là. Ce qui m'a permis moi ensuite de passer à la partie sponsoring qui me plaisait beaucoup plus, quoi, tu vois? La partie sponsoring du podcast. Ouais, avec les marques. Et donc cette partie sponsoring du podcast, comment tu as géré la chose? C'est-à-dire que tu as commencé parce que tu avais pas de sponsor sur le podcast. Tu m'as dit, tu as eu un Ouais. premier sponsor, puis après plus rien. Comment tu as fait pour aller chercher, du sponsor justement? Le sponsor est venu à toi? Comment ça marche? Non, en fait,
Je crois que c'était juste avant que je lance les masterclass. J'étais un peu perdu donc à ce moment-là et il y avait un podcasteur que je suivais qui s'appelle Fab Florent, qui a plusieurs podcasts dont Histoire de daron, Histoire de daronne, Histoire d'argent, Histoire de mec, enfin bref, il a 4 ou 5 chaînes de podcasts et j'avais dû voir passer sur sa newsletter qu'il proposait du coaching et comme je me sentais un peu perdu et que je sentais que ce gars avait réussi dans cette industrie, je me suis dit: «Bah, voilà, je vais essayer de me faire, accompagner». Johan, le fondateur de Tennis Legend, je lui en ai parlé gentiment, il m'a proposé de prendre en charge 50 du coaching, donc très cool. C'était des séances à 100 € de l'heure, je crois et j'ai dû faire 6 séances avec Fab, qui au bout de la deuxième séance m'a dit, «Mais attends, tu devrais migrer chez Acast». Cet épisode n'est pas du tout sponsorisé, Non? mais mais il On m'a va peut-être les proposé appeler. ouais, il m'a proposé de migrer chez Acast, qui a une régie publicitaire et qui hébergeait gratuitement, je sais plus chez qui on était, mais je crois qu'on payait un petit abonnement et donc eux nous hébergeaient gratuitement et potentiellement, ils pouvaient nous rapporter du business et au bout de 6 mois d'hébergement chez Acast, je leur envoie un petit mail, je dis: «Coucou les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans 1 mois, il y a un tournoi qui se passe en France qui s'appelle Roland-Garros. Ça vous dit quelque chose? Ce serait pas mal qu'on ait des sponsors à ce moment-là. Et je sais pas si c'est vraiment votre métier, mais on n'a pas de partenaire et moi je comptais un peu sur vous, quoi». Et là le mec, tu un mec qui me répond, qui fait: «Ah mais tu fais bien de nous écrire, on rencontre, un parieur en ligne, un site de paris en ligne, on déjeune avec eux, après-demain». Et ils peuvent avoir du budget. Je leur en parle. Je me dis: «Ah putain cool, enfin» et heu et il s'avère que le gars me débriefe le déj et il me dit: «Voilà, ils ont tel montant», mais un montant mais astronomique. Enfin, à mes yeux, hein, de gars, qui a jamais généré plus de 3 000 €, tu vois? Sur les, 2 années et demie qui viennent de se passer. Un budget à plus de 10 000 balles pour, 2 semaines. Moi, à l'époque, c'est colossal. Et je me dis: «Putain, c'est fabuleux cette histoire». Alors que en vrai, faire la promotion des sites de paris, c'est un peu comme, faire la promo de la cocaïne, quoi, tu vois? C'est quand même pas Oui, fou c'est pas l'histoire. forcément le truc le plus oui, le premier vers lequel tu vas aller, on est d'accord. Non. Sauf qu'à ce moment-là, c'est un peu une question de survie et je me dis, «Attends, si le mec ne signe pas, moi je vais démarcher la terre entière des parieurs parce que visiblement les gars ont du budget». Ouais, c'est ça. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que le mec a fini par me dire, le mec d'Acast a fini par me dire: «Non, finalement, ça se fait pas». Mais moi, en attendant, j'avais un deal, une propale et un deal avec un des concurrents qui a été signé, qu'on a reconduit l'année d'après et en fait, ça m'a lancé sur cette, mécanique de sponsoring. C'est-à-dire que en faisant ce premier deal hyper bien payé sur une courte durée, je me suis dit: «Mais attends, en fait, le gars, l'annonceur, il est content. Moi, je suis ravi. Le mec ne s'est pas senti agressé, il était content de me filer, son argent. Nous, ça nous permet de voir venir, enfin, c'est tout bénef, quoi et ça m'a fait tomber des barrières sur j'avais l'impression de déranger les gens, de les agresser en leur demandant de l'argent. Tu vois, j'avais tout un tas de barrières vis-à-vis de ça, qui ont un peu volé et qui depuis se sont plutôt, instaurées comme une, gymnastique quotidienne qui fait que je démarche, de manière, quasiment quotidienne aujourd'hui, quoi. Alors, tu vois, c'est ça qui m'intéresse parce que le je démarche de façon quotidienne. Moi, je fais partie des gens qui ont fait du marketing parce qu'ils veulent pas démarcher, comme plein de gens. J'ai exactement, mais c'est un truc qu'on entend, de façon très, très commune, et quel que soit le marché, c'est de dire: «Oh, j'ai pas envie de démarcher, de prospecter parce que je vais déranger, puis qui je suis, puis il va falloir demander de l'argent, on n'est pas à l'aise» et cetera et cetera. Bon. Moi, j'ai fait du marketing en me disant: Je suis maligne, je vais faire du marketing parce qu'avec le marketing, les gens viennent à toi. Tu as pas besoin d'aller démarcher, c'est les commerciaux qui vont démarcher. Moi, je fais pas ce genre de choses». La réalité, c'est que c'est ce que je te disais moi en off, moi 80 mais même te tous mes partenaires viennent me chercher, mais je ne démarche pas. Alors c'est un luxe, mais enfin Quelle peut-être que chance! ce serait pas mal de démarcher à un moment donné aussi parce que bon, c'est toujours la même histoire. J'aimerais que tu m'expliques quand tu me dis: «Je démarche quotidiennement», moi ça me fait rêver.
C'est quoi, ta routine? Comment tu fais pour, c'est une routine de sportif peut-être, je sais pas. C'est quoi ta rout comment tu fais pour démarcher? Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, je le fais et je sais pas à quel point c'est bien ou pas bien. Je pense que les points qui font que c'est bien, c'est que beaucoup des gens que je démarche me connaissent et du coup, ils sont contents un peu, qu'on se parle, que c'est moi qui négocie, enfin, tu vois? Il y a un côté, «Ah ouais, c'est C'est le mec cool, de Tennis Legend. ouais, on passe un moment avec lui, c'est quand même sympa, le gars se fout pas de nous, il gère toute la chaîne de A à Z, c'est cool». OK. Étape 2, avoir un agent. J'ai beaucoup de concurrents, étrangers qui ont des agents, ou qui font partie d'agences et là, je pense que tu gagnes un temps fou et potentiellement, plus de budget, plus de plein de trucs. Et toujours est-il que dans notre étape de croissance, on en est là aujourd'hui. Donc comment je fais? C'est-à-dire que toi, tu as une agence? Non, pour le moment, on a fait des tests, mais ça a pas très bien marché. Donc pour le moment, on fait tout à la mano, nous-mêmes. Donc 80, c'est du business que je vais chercher, 20, c'est du business qui rentre tout seul grâce à celui qu'on a déjà fait parce que les gens ont vu, ils se disent: «Ah mais nous aussi on veut», quoi, tu vois? Il a bien fallu le lancer ce truc-là. Donc comment je fais? Bah, moi, ça part d'un désir, en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin de désirer le truc et aujourd'hui, ça va être: «OK, sur quel tournoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait dans la planète tennis que j'aimerais couvrir?» Et quand j'ai cette idée, admettons, on va pas dire Roland Garros parce que c'est trop facile. Il y a un tournoi un mois après qui est dans les montagnes en Autriche, qui s'appelle Kitzbühel, et j'adore la rando, donc j'adorerais aller faire ce tournoi et faire quelques jours de rando après. Ça part de là et je vais me dire: «OK, donc déjà, je vais contacter l'orga du tournoi», donc je vais trouver leurs contacts à droite à gauche, sur LinkedIn, sur les sites, peu importe. Ensuite, je vais prendre la liste de tous les partenaires du tournoi. Via LinkedIn, je vais essayer de les contacter. Donc tu vois, sur, YouTube, je tape, si le tournoi est sponsorisé par, Nike, admettons, je vais taper, Nike, marketing, LinkedIn. Là, je vais tomber sur, 10 profils. De ces 10 profils, bah, je vais en contacter, 10. Il y en a peut-être un qui va me répondre. Ce un, il va me mettre en contact avec la bonne personne. Idéalement, je vais avoir le mail, donc je vais pouvoir envoyer notre média kit, les chiffres qui impactent le plus sur nos réseaux, parce que je vais mettre en avant la communauté. Hem Et ensuite, proposer, telle ou telle idée de contenu, tu vois? Je vais dire: «Bah, voilà, mon envie, c'est de venir sur le tournoi, de vous mettre en avant par tel biais», que ce soit YouTube, réseaux sociaux ou podcast. Et je vais pas parler d'argent tout de suite, je préfère faire connaissance avant, à moins que la personne soit hyper pressée. Dans ce cas-là, j'envoie, ma grille tarifaire. Mais je trouve ça toujours un peu inconfortable de dire: «Coucou, je m'appelle Maxime, je coûte, 100 000 balles». Tu vois? Je trouve ça un peu délicat. Mais en gros, voilà la mécanique, que tu peux dupliquer, sur n'importe quel, domaine ou projet. Ouais, c'est ça en fait, c'est que c'est assez bête et méchant. C'est-à-dire que tu vas aller identifier bon, toi, tu pars de ton envie. Moi, Ouais, ce que je trouve assez cool parce que du coup, c'est presque plus facile à vendre. Se dire: «Mais en fait, moi, j'ai envie de venir, ça me plaît, j'ai envie de» voilà. Il y a un côté, flatteur quelque part de, «Putain, le mec, il est tennis légende et il veut venir sur, mon truc dans le Tyrol» et cetera. Bon, donc toi, tu pars de ton envie à toi. Tu vas aller identifier après c'est de la recherche commerciale, pure et simple. Tu mmh, vas aller ouais, identifier sur YouTube, sur LinkedIn, où tu veux, où est-ce que tu peux avoir des clés d'entrée. Ta clé d'entrée, c'est probablement pas la bonne, parce que souvent, malheureusement, c'est pas la bonne, mais tu vas gentiment demander à la personne qui est la bonne personne et une fois sur 2, ils sont gentils. En fait, les gens sont gentils globalement. C'est un truc qu'on a tendance à un petit peu oublier, mais moi, j'essaie de me souvenir de ça, bien souvent, les gens sont gentils et si tu leur demandes gentiment: «Mais en fait, c'est qui la bonne personne qui s'occupe des partenariats?» Bah, ils te donnent le numéro ou au moins le nom de, Jocelyne, qui, s'occupe, des partenariats. Donc tu arrives comme ça à avoir le contact et là, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que tu leur dis: «Voilà ce que je fais, voilà ce que je peux vous apporter, voilà ce que j'ai déjà fait, pour d'autres partenaires, discutons-en». C'est aussi simple que ça? ouais, c'est aussi simple que ça. Ce qui biaise un peu les choses pour les auditeurs qui se lancent sur un podcast, c'est que, bah, nous, on a un écosystème un peu global où quand j'ai rejoint Tennis Légende, il y avait 150 000 abonnés sur Insta et
je saurais plus dire les chiffres sur les autres, réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on a 1 100 000 sur, Insta, on a 460 000 sur Facebook. Facebook qui paraît méga has-been, qui est méga engagé de notre côté. On a 480 000 sur, TikTok. Une première chaîne YouTube à 220 000 où on met que des points et du jeu, et une chaîne YouTube secondaire où on met le podcast, où on a 30 000 abonnés. Et donc, on a tout un écosystème qui est plus facile à vendre, on va dire, que, entre guillemets, juste un podcast. Dire: «Coucou, je vais venir t'interviewer». Après, un podcast peut très bien se vendre si tu fais des audiences stratosphériques, mais quand tu te lances, tu vends quelque part de l'audience, donc c'est plus facile, c'est plus difficile à vendre, que de dire: «Coucou, je suis Tennis Légende». Dans mon approche sur LinkedIn, je dis, «Je suis créateur de contenu pour Tennis Légende», entre parenthèses, 2,3 millions d'abonnés. C'est sûr que ça aide. On va pas dire, se dire de bêtises. À partir du moment où tu as une énorme audience, bien sûr que les gens entendent. Mais là, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que, là, tu vends, ton audience sur les réseaux sociaux. Fine. Est-ce que tu as, une partie de ton offre qui est spécifique sur les podcasts? Ouais, j'ai mis du temps à la sortir, mais j'ai eu une idée de contenu que j'ai renommé «Histoire de marque». Donc j'ai attendu d'avoir une vraie, audience, plus, très certainement plein de barrières, comme je te disais juste avant, qui avaient dû tomber en lien à l'argent, au démarchage, tout ça. Et je vais chercher des marques un peu pure player, donc vraiment positionnées dans l'écosystème tennis. Donc, tu vois, des marques de raquettes, de balles, de chaussures, de vêtements, plus ou moins proches du milieu tennis, mais qui a quand même un certain historique, et je leur propose, de raconter leur histoire d'un angle un peu friendly, tu vois? Un peu smooth, à l'aide, d'anecdotes, de temps de passage fort, mais avec peut-être des ambassadeurs qui ont eu un peu de renom, des mecs qu'ils ont sponsorisés à un moment donné, qui leur a peut-être mené la vie dure, au contraire, des souvenirs incroyables qu'ils ont à leur côté. Et ce format marche hyper bien, je le vends plutôt bien parce que je vends une nouvelle fois l'écosystème, tu vois? Je vends l'épisode de podcast, je vends la diffusion sur YouTube, et je vends 1 à 3 posts en complément sur les réseaux. C'est ça. C'est tu vends l'épisode plus la promotion et tout ce qu'il peut y avoir autour pour faire connaître, La marque, ouais. les éléments. Ouais. Et juste complément, heu, en lien au podcast, c'est que, très longtemps, on a juste lancé la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast pour faire de l'acquisition de nouveaux auditeurs, en partant du principe que YouTube appartenait à Google, que c'est du référencement gratuit et que potentiellement, on aurait de nouveaux auditeurs. Et un jour, j'ai interviewé un champion de tennis fauteuil qui m'écoutait, en fait. Un gars qui m'a envoyé un message sur, Insta, en me disant, «Coucou Max, j'écoute tous tes épisodes, j'adore, merci pour ce que tu fais». Et là, je me suis dit: «Mais quel con, je n'ai même pas pensé au tennis fauteuil», quoi, tu vois? Et je m'en suis un peu voulu, mais ça a été une opportunité. Je lui ai répondu en lui disant: «Écoute, merci beaucoup, ça te dirait d'être un invité?» Et au bout de 3 heures d'un premier épisode, d'une première partie même d'épisode, où on n'avait même pas, commencé à parler de sa carrière, il m'avait dit: «Je te propose qu'on fasse une deuxième partie où tu viens sur le terrain, je te fais essayer le tennis fauteuil et on fait l'interview sur le court». Ouais, et là je Faut un petit peu de propose. matos, en termes de podcast pour aller, je sais pas, hein, tu es peut-être tu souvent, j'imagine, sur les cours, mais là, moi, je m'imagine amener mes micros et mes machins sur un terrain, c'est quand même pas la même affaire. Ben là, justement, je propose au fondateur, là, Johan, qui est en région parisienne, moi je suis dans le Pays basque, et je lui propose de venir filmer, il vient totalement à l'arrache avec son téléphone de l'époque, des micros, mais archi flingués, et une qualité, ultra foireuse, qui fait qu'on n'a jamais diffusé Ah ce non! cette deuxième partie. Et au moment où on la tourne, je le regarde un moment et je lui dis: «Mais mec, idée en or, en fait. Tiens un format. Il faut qu'on fasse ça avec la terre entière». Et moi, la terre entière, je me voyais déjà, jouer avec André Agassi, quoi, tu vois? Mais bien sûr! Je me voyais pas du tout avec, le jeune du coin. Moi, je me vois avec la superstar.
André Agassi avec lequel je n'ai pas encore du tout, touché du doigt de très loin, quoi, tu vois? Mais en tout cas, il y a un format qui est né à ce moment-là. S'en est suivi, des dizaines et des dizaines de formats vidéo qu'on a créés sur cette chaîne, YouTube, qui est un super moyen de monétiser, auprès des marques parce que les marques se projettent, en tout cas dans le milieu du tennis, se projettent plus sur du visuel comme Bien ça, tu sûr. vois? Un format entre 8 et 30 minutes où tu montres des choses, des coulisses, des peu importe. Tu interviews, mais tu montres aussi, que juste, blablater, on va dire. Bah, c'est sûr que sur le tennis, qui évidemment est éminemment visuel, tu 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 regardes le tennis à la télé, tu écoutes moins, je pense, le tennis à la radio. Sur le tennis, tu as envie de voir. Après sur les interviews, quand tu écoutes un joueur, une interview d'un joueur, d'une joueuse et cetera, le format podcast, marche très bien. Mais c'est sûr que si à un moment donné, tu viens rajouter l'expérience terrain, court, match, et cetera, bien sûr, tu as envie de voir. En fait, ce qui est cool dans le format podcast, c'est que les joueurs et joueuses sont très ils sont intouchables, c'est des stars, on les connaît pas, on connaît pas leur personnalité, donc ce format long permet justement de mettre une personnalité, un caractère, des goûts, peu importe, derrière, une vitrine qu'on voit à la télé et donc ça, c'est chouette. Mais après en termes de monétisation, tout ce qui est, vlog, docu, format un peu inside, marche beaucoup mieux auprès des marques. Là où ça a ses limites, c'est que en termes de vues, c'est que les marques, veulent souvent t'inviter à des événements, qui sont un peu durs à montrer, qui sont pas méga, faciles à tourner en vidéo, méga impactantes, intéressantes et tout. Sauf que eux investissent, c'est ce que j'ai Mais remarqué, tu oui. vois? Ils investissent déjà sur certains événements, donc ils veulent mettre en lumière ces événements et toi, tu arrives et ça te fait moyen rêver et c'est pas si facile. Et en fait, le next step là-dessus, c'est d'avoir des formats très forts que toi t'aimes Que toi faire et t'imposes. que t'imposes, voilà, et que tu arrives à vendre. Ça, c'est encore le next step, tu vois? C'est un peu, toi qui attends que les marques viennent te voir, adapté au tennis, adapté à YouTube, enfin, c'est le next step, quoi, tu vois? Non, mais c'est intéressant de tu vois, dans ce que tu dis, alors on n'a pas la même, façon de travailler les partenariats du tout, mais c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que là, ce que tu expliques, c'est que, en tout cas sur le média tennis, heu au niveau de l'écoute, les gens sont super intéressés d'entendre, de découvrir, de connaître les joueurs parce que c'est vrai qu'on les connaît pas. On les voit sur le terrain, mais on les connaît pas, nécessairement. Donc ça, ils sont très en demande. Sauf que les marques, bah, ça matche pas nécessairement avec ça. Donc toi, tu as été obligé de créer des formats spécifiquement pour pouvoir les vendre aux marques et finalement, on peut aussi se dire que, le podcast, les épisodes, voilà, hebdomadaires ou peu importe la fréquence, ont un certain format et que les épisodes sponsorisés, les épisodes qui vont venir te rapporter de l'argent ou le format qui va venir te rapporter de l'argent est un format encore un peu différent. À ça, tu rajoutes la vidéo qui maintenant est en train de venir, sur, le podcast, ça commence à devenir, presque une demande obligatoire que d'avoir la vidéo en plus. Donc c'est les 2, YouTube et podcast commencent à se croiser, mais il y a des éléments quand même très, très différents sur la vidéo, donc de rajouter la vidéo avec YouTube, tu vas pouvoir, proposer des choses différentes. Tu me disais aussi en off que tu utilisais YouTube à l'inverse pour, faire du podcast, que tu utilisais tes vidéos YouTube et que tu les recyclais après en podcast? Ouais, ça m'arrive sur des formats, bah, justement quand, je vais sur les événements des marques ou peu importe. Quand je me déplace et que je rencontre, des experts ou des joueurs ou peu importe, et que je fais parler des gens, parfois j'ai l'impression que ça va durer 2 minutes, ça peut durer 20 minutes et ce que la personne me raconte, c'est de l'or en barre. Je vais en faire un épisode de podcast en mettant des passages bout à bout de certains experts, en insérant une voix off s'il y a besoin, pour créer une histoire et un peu mieux optimiser, mes déplacements. L'année dernière, j'ai fait 7 mois de voyage en allant sur des tournois, pour aux 4 coins du monde et parfois c'est bah, en fait, quand tu es en voyage, c'est compliqué de tenir le rythme d'un épisode par semaine et heu et ça, c'est une petite parade, on va dire. Mais c'est sûr que mon job et mon idée d'être podcasteur au départ
a vachement évolué et aujourd'hui, je suis vidéaste, youtubeur, podcasteur, enfin, marketeur, influenceur, ça, faut avoir un paquet de casquettes pour réussir à en vivre et ce qui est cool, c'est qu'on y arrive, mais waouh, ça a été un long enfin, tu vois? Et c'est Mais c'est ce pas qui fait que c'est il y a intéressant rien aussi, d'acquis. c'est que voilà, c'est aussi, il faut je pense se le dire, c'est aussi un média qui est encore tout jeune. Nous, toi et moi, on a été quand même au tout début, hein, parce que ton podcast a 6 ans, le mien 7 ans et je crois que les premiers gros podcasts en France, ils ont vraiment commencé les natifs, ils ont vraiment commencé il y a 8 ans. Donc on était quand même, au tout début, ce qui fait que ce média, il était en construction. Donc on a participé à construire l'idée de comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que j'en fais et c'est ça aussi qui est sympa. Alors ça veut dire être résilient, ça veut dire être capable d'adaptation et cetera, hein, bien sûr. Mais il n'empêche que, c'est un média qu'on a pu construire, qui commence, on en parlait un peu tous les 2 en off, qui commence à arriver à une certaine maturité. On voit, enfin moi ça fait 1 an et demi que je vois les choses quand même, s'installer pas mal. Mais c'est que ça reste un média qui reste encore jeune. Moi c'est ça que je trouve assez passionnant, c'est que même pour des annonceurs d'ailleurs, hein, je trouve que c'est super intéressant de venir sur ce type de média-là, parce que c'est des prix qui sont encore tout à fait abordables parce que les médias sont jeunes, parce que les annonceurs sont jeunes aussi dans ce média-là et ont pas encore, structuré, tout leur marché. Donc il y a des opportunités aussi pour les annonceurs, pour nous, les podcasteurs, mais aussi pour les annonceurs. Et puis tout est en train de se structurer. Quand on regarde les États-Unis, on voit bien le marché que c'est, et on sait que d'ici, 2 ans, logiquement, les choses vont être encore beaucoup plus structurées, beaucoup plus établies. Je vais essayer de résumer, Max, ce que tu nous as dit sur, ton parcours, comment tu as fait pour monétiser, ce podcast. Première chose, moi, que je retiens, c'est bien, je suis pas la seule, le podcast, c'est un média long. Ça se fait pas du jour au lendemain. Toi, tu m'as dit les 2 premières années, il s'est rien passé. Enfin, il s'est rien passé. Si, tu avais des centaines, tu as commencé, tu avais déjà plus de 100 épisodes. J'hallucine, moi, j'avais 6 épisodes. Très, très Et c'est pas vite, j'avais mal. 0 épisode. J'ai, Ouais. en général, 0 épisode d'avance. Moi, je fais l'épisode, de la semaine pour la semaine prochaine, en général. 100 épisodes, ça me paraît complètement bon, bref. Mais en tout cas, tes 2 premières années, il y a pas vraiment de sponsoring. Il y a eu un contrat à un moment donné, puis il se passe plus rien, parce que c'est un média du temps long, parce qu'il faut installer les choses, il faut prendre le temps. Et puis à un moment donné, il y a aussi le fait que tu t'es dit: «Mais, attends, faut peut-être que j'aille chercher, les sponsors, peut-être que j'organise, les choses». Donc toi, tu as pris un coaching pour apprendre finalement, comment je fais pour aller chercher, du sponsor? Là, tu as mis en place un système qui finalement, fonctionne pour le podcast, mais je pense que ça fonctionne globalement pour plein de marchés, notamment de marchés B2B. C'est-à-dire que tu identifies, un événement ou quelque chose, un partenaire que tu souhaiterais avoir comme sponsor. Tu vas aller chercher des points d'entrée. Qui sont pas forcément le point d'entrée direct d'ailleurs, mais en tout cas des points d'entrée vers, cette entreprise-là, cette entité-là. Une fois que tu as un point d'entrée, tu rentres par la fenêtre, tu vas dire: «Mais, qui est la bonne personne?» Toujours rentrer par la fenêtre. Qui est la bonne personne? Là, tu vas trouver quelqu'un qui va être sympa, qui va te donner le bon nom. Tu vas contacter cette personne et puis tu vas assez simplement lui présenter ce que toi tu as à lui offrir et pas juste ce que tu as à vendre, mais ce que ça va lui apporter. C'est toujours la même histoire. Lui, ce qu'il veut savoir, la personne qui est en face de toi, c'est, concrètement, moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, toi, tu vas arriver en lui disant: «Bah, voilà, moi, je vais avoir avec Tennis Légende tel impact sur, telle audience et donc bah, si tu communiques chez moi, bah, tu vas avoir te tant de personnes qui vont entendre, tant de personnes qui vont voir et cetera et cetera». Donc un impact qui va être conséquent et finalement, ce que tu me dis, c'est que, bah, tu fais ça de façon quotidienne. Ça fait partie du job de podcasteur, en tout cas de celui que tu as inventé, que de quotidiennement aller démarcher et que si on démarche pas, bah, des partenariats, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'en avoir. Ce que tu disais aussi, je trouvais ça intéressant, c'est qu'il y a le sponsoring, mais rien ne nous empêche d'avoir un side project à côté et ce que tu disais, c'est que toi, le podcast, finalement, t'a permis d'avoir accès à plein de coachs en tennis et donc à plein de connaissances qui étaient utiles pour ton audience. Tu m'as fait plaisir quand tu m'as dit ça parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on comprenne son audience, son client et d'aller chercher, bah, c'est quoi la douleur, c'est quoi le problème, c'est quoi le truc que j'arrive pas à faire et puis tu viens lui servir sur un plateau d'argent et là, tu avais ce système, d'abonnement où tu pouvais avoir en fait ton coach, ou en tout cas plein de coachs différents avec une spécificité à chaque fois ultra précise dans les oreilles, en payant quoi 50 € par mois, ultra ultra abordable. Voilà.
En gros, ce que j'entends dans tout ça, c'est que pour développer un podcast, pour vivre d'un podcast, mais je pense que c'est vrai de plein d'autres marchés et c'est certainement vrai de tous les médias en construction, c'est que un, il faut avoir le temps d'attendre. 2, il faut, tenir le coup, clairement, de sortir les épisodes sans savoir ce que ça va donner. 3, il faut, être résilient et être malin et aller, construire des les offres là où elles existent pas et être capable d'entendre, où vont être les offres intéressantes, aller regarder un peu ce qui se fait autour, certainement aussi pour s'inspirer. Et puis de savoir recycler les choses. Tu disais, bah, voilà, toi tu as développé, beaucoup, très, très fort, YouTube. Bah, finalement YouTube tu fais, inverse, engineering, tu vas utiliser des éléments de YouTube pour les remonter les remonter en épisodes de podcast. Finalement, c'est une espèce de cercle comme ça assez vertueux qui va pouvoir, s'auto-recycler. J'ai essayé de résumer max toute ta stratégie de partenariat, de sponsoring sur le podcast. J'espère que j'ai pas oublié, trop de choses. En tout cas, un grand merci Max parce que c'est pas souvent, qu'on a, des gens qui viennent nous expliquer leur strate de partenariat. C'est souvent quand même assez opaque, surtout quand on est dans des marchés comme les nôtres où on est en train de tout construire. Donc c'est super intéressant d'avoir ta vision, d'avoir toi comment tu as fait. Heu En bricolant, parce qu'on bricole tous, en fait. On est tous en train de construire, le truc et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire: «Bah, attends, moi, je vais inventer mon job». Finalement, tu disais, tu étais dans ton appart pendant le confinement et ton ex-copine t'a dit: «Bah, tu as peut-être inventé ton job». Bah, ouais, tu avais peut-être inventé ton job et après tu continues à l'inventer tous les jours. C'est un peu ça l'idée, de sponsoriser un podcast, de vivre de son podcast? Bah, ouais, 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 clairement, c'est du comme tu dis, hein, il y a beaucoup de bricolage. Mais là, on est sur un bricolage qu'on a envie quand même de structurer un peu plus. On a toujours un web marketeur, à qui on donne un forfait mensuel pour vendre nos masterclass. On fait maintenant un lancement tous les 15 jours. On n'a plus d'offre, d'abonnement. On a une offre, tu vois, one shot, tous les 15 jours. On a une monteuse maintenant en freelance, donc ça c'est cool, ça me permet d'enchaîner les projets, de donner les grandes lignes et de gagner du temps, de l'efficacité. On a trouvé un système qui marche pas mal et dernièrement, on essaye de former un roulement de stagiaires, d'avoir un stagiaire toujours en cours de route pour aller chercher, moi, être trop dépendant des marques, c'est compliqué quand même parce que du jour au lendemain, ils t'envoient un mail et ciao bye. J'ai pas envie d'être Bien trop sûr. dépendant d'eux. Ouais, et on est dans un milieu où il y a les tournois. Les tournois, ont du budget. Il y a énormément de tournois chaque semaine. Donc c'est plus un business model que j'ai envie d'aller chercher. Et après, bah, c'est un peu et ça je pense que c'est pour tout le monde, aussi un questionnement interne de se dire, «Waouh, ça fait 6 ans, ça marche, j'en ai rêvé» et puis un jour tu te dis: «Est-ce que j'ai toujours envie de parler tennis?» et puis après tu te dis: «Ah, je sais pas». Un coup tu méga, c'est quand même parfois les montagnes russes à l'intérieur, mais à quel point, tu as envie de continuer de t'investir, là-dedans. Tout ça, ça fait partie du chemin de l'entrepreneur, je pense, mais ça reste une sacrée aventure, cette histoire. Ouais, c'est une sacrée aventure et c'est du boulot. Je le redis, aux gens qui imaginent qu'un podcast, on va pouvoir le sortir, facilement comme ça. Bah, tu as essayé d'en sortir deux trois autres parce que ça te plaisait et puis ça s'arrête au bout de quelques épisodes. Je crois que la moyenne des épisodes de podcast, c'est 6 sur les podcasts qui sont lancés, un peu partout. Mais on a C'est un juste vrai dit boulot. on a juste dit que c'était le temps long et tout, mais je reste persuadé que si on démarre son podcast avec une stratégie très claire, de vente ou de conversion, on n'est pas obligé, de mettre, tu vois, 1 an, 2 ans, 3 ans, moi, je pense que ça peut très vite se faire à condition de mettre en place potentiellement une mailing list, donc de l'acquisition d'emails, et tout un système derrière un peu pensé, un peu malin. Je veux pas, décourager les gens qui vont se dire: «Ah non, c'est pas pour moi, ça va me prendre 2 ans», je pense que on peut gagner énormément de temps en étant très clair dès le départ. Moi, je pense alors je te rejoins complètement. Si tu es clair, si tu as une stratégie, si tu mets les moyens, si tu mets le travail, bien sûr, c'est faisable. Je pense quand même que c'est du temps long. C'est-à-dire que tous les gens qui me disent, «Bah, attends, j'ai sorti 3 épisodes et je comprends pas, j'ai pas d'audience», bah, c'est logique. Ça, il faut quand même aussi laisser le temps au temps. Moi, pour moi, en dessous d'un an,
ça sert à rien d'aller regarder les stats. Enfin, ça sert à rien d'aller regarder les stats. On les regarde tous, hein, les stats. Mais il faut quand même laisser le temps d'installer des choses parce que c'est aussi un média de l'habitude. Et là où ça commence à avoir de l'attraction, c'est quand les gens viennent t'écouter chaque semaine parce que c'est leur rendez-vous le mardi, le jeudi, je sais pas quelle date, peu importe. Mais il y a une histoire il y a une histoire d'habitude. Mais je te rejoins. C'est pas parce que on commence maintenant. D'ailleurs, tous les jours, tu as des podcasts qui se lancent et tu as des podcasts qui performent super bien. Mais il faut quand même savoir que c'est un média du temps long et que donc ça va pas durer juste 3 semaines et demie. Quand on se lance dans le podcast, si on veut que ça fonctionne, bah, il va falloir le bosser pendant un certain temps. Toute notre question, et c'est peut-être la question qui va venir la prochaine pour toi sur le business, et la sortie. Comment est-ce qu'on fait, nous, pour revendre notre podcast? Est-ce que le podcast peut vivre sans celui ou celle qui a créé le podcast? Est-ce qu'on peut passer la main à quelqu'un d'autre, passer le micro à quelqu'un d'autre? Ça, c'est encore un autre sujet. Ce sera peut-être le sujet d'un prochain podcast. Bonne question, ouais, je sais pas. Merci beaucoup, Max, d'être venu sur le podcast du marketing et d'avoir partagé avec nous ta strate de comment faire pour vivre de son podcast. Et le bienvenu quand tu veux, Max, sur le podcast du marketing. Merci, sympa. Et dernier petit hack, je pense si dans n'importe quel, domaine, interviewer des entre guillemets «des stars», enfin des gens qui ont des audiences en fait. Ça fait partie du truc. C'est, tu vois, j'avais essayé dans les histoires d'amour d'aller chercher des gens qui ont des audiences sur les réseaux, et si tu fais un post sur les réseaux qui relaye, bah, c'est un moyen d'aller chercher des nouveaux éditeurs comme Bien ça. sûr. Et dans tous les domaines, il y a des stars. Tu es une star, Estelle, dans ton domaine, clairement. Bah voilà, venez me chercher si vous voulez faire Allez demander. des partenariats. Non, si on veut savoir tes histoires d'amour. Ah voilà, ah voilà, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on ait une grosse audience. Non, mais blague à part, voilà, dans tous les domaines, il y a des experts et des gens un peu, connus, et ça peut faire partie, je veux vraiment que les gens, tu vois, qui quittent cet épisode se disent: «OK, c'est cool, on a quelques clés», parce que ça peut paraître, dur, long, compliqué, tout ça. Et je pense que aimer évidemment, assez fort le sujet dans lequel vous vous lancez sur vos épisodes, Mais c'est vrai plus, surtout. Tu veux que mettre je en te dise un place, truc, Max? Moi, je pense que c'est vrai surtout. C'est-à-dire que le truc je vais devenir super bon, super fort, super connu en 2 secondes 50, heu, ça marche pas, tu vois? Ça marche pas plus dans le tennis que ça marche dans le podcast, que ça marche dans le marketing, que ça marche dans voilà, c'est que c'est un vrai en vrai, je pense que la conclusion de l'histoire, c'est que c'est un vrai job. Certes, il est tout jeune parce que voilà, il a 7, 8, 9, 10 ans, mais en vrai, c'est un vrai job mais ça marche. Il faut mettre en place, les bonnes stratégies, mais ça marche. yes, Merci Max, à bientôt. avec plaisir. À bientôt, Estelle. Merci infiniment Max d'avoir partagé avec nous tous tes secrets pour développer un podcast. Je sais que c'est un fantasme de plein de gens de se dire tiens, je vais lancer un podcast, ou alors d'avoir un podcast et de se dire mais mince, comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent avec, que ce soit un side project ou que ça devienne un véritable métier. C'est véritablement une nouvelle compétence à apprendre, à acquérir. Donc merci à toi Max de partager avec nous tes stratégies, comment toi tu as fait pour développer le podcast Tennis Legend. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, être averti, connaître tous les détails, avoir tous les cadeaux bonus et savoir quoi faire cette semaine, je vous invite à vous inscrire à la newsletter du podcast du marketing qui s'appelle Une chose à faire. Qu'est-ce que c'est une chose à faire? Eh bien, j'ai pris le contre-pied finalement de toutes les newsletters qu'on a en ce moment, qui sont parfois très bien. Attention, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, bien au contraire. Mais effectivement, la plupart des newsletters demandent beaucoup de temps pour les lire, pour les comprendre, parce qu'elles rentrent dans le détail de plein de sujets. C'est super intéressant. Je ne reviens pas là-dessus. En revanche, moi, je vous propose quelque chose de différent. Moi, je crois à l'action. Je crois qu'il faut faire des choses pour comprendre, pour apprendre, pour tester. Alors, avec ma newsletter, une chose à faire, je vous propose chaque semaine, le jeudi, une seule chose à faire dans la semaine, une chose qui peut faire basculer votre business, qui peut vous permettre de découvrir de nouvelles stratégies, de mieux comprendre vos clients et d'avancer tout simplement. Une chose à faire, pour la recevoir, il vous suffit de vous abonner soit dans les liens de cet épisode, soit sur le podcast du marketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.